bienvenue à tous pour ce deuxième mardi scientifique. On a eu la chance d'avoir Pascal Brion sur la résilience la semaine passée et sa présentation est sur la page, la nouvelle page des mardis scientifiques avec les différentes présentations puis l'horaire des présentations. Donc, on va vous la partager peut-être dans une quinzaine de minutes dans le chat. Donc, notre deuxième présentation, c'est avec Dr. Dakala, qui fait actuellement un fellowship en thérapie cognitivo-comportementale au Centre de psychothérapie, qui complète également en décembre sa formation en psychanalyse à l'Institut, qui est notre nouveau membre du département. Qui a travaillé à l'urgence de Jean Talon, qui travaille à l'interne et à l'externe. Donc, Dr. Dakala, elle vient du réseau de McGill, où elle a complété sa résidence et ses études en médecine. Puis, au terme de sa résidence, donc, elle a fait ce fellowship qui se termine en décembre en thérapie cognitivo-comportementale. Donc, OK. Donc, je vais céder la parole maintenant à Dr. Dakala en le remerciant de nous partager ses connaissances sur la TCC des abus de substances. Bon, bonjour, bonjour à tous. Alors, présentation aujourd'hui surtout sur la psychothérapie TCC pour les troubles liés à l'usage des substances. Merci, Dr. Ngo, pour la présentation. On va aller tout de suite les objectifs. Alors, vous pouvez m'interrompre n'importe quand dans la discussion, juste à spécifier si jamais vous posez des questions pendant la présentation. Vos questions peuvent être enregistrées parce que cette présentation pourrait être diffusée sur YouTube ou Psychopab, mais les questions à la fin de la présentation peuvent être coupées. Alors, j'ai aucun conflit d'intérêt. On va commencer par les objectifs. Je vais commencer par parler de l'épidémiologie, c'est quoi le trouble d'usage lié aux substances, et quelques bases neurologiques qui vont un peu nous orienter vers les traitements aussi psychologiques, comment on comprend le traitement psychologique. Puis par la suite, on va parler de la TCC et on va présenter quelques outils thérapeutiques en TCC. Et je vais finir par 2 diapos sur les contributions des théories psychodynamiques. Alors, la psychanalyse ou la psychodynamique n'est pas nécessairement indiquée pour un trouble d'usage sévère, mais on peut quand même comprendre le trouble de l'addiction d'un point de vue psychodynamique, puis peut-être utiliser ces interprétations pour les patients qui peuvent en bénéficier. OK, alors j'ai aimé cette citation parce que ça englobe un peu ce que c'est la toxicomanie, qu'est-ce qu'est le trouble de l'usage des substances. C'est la rencontre d'un être humain avec ses vulnérabilités spécifiques, génétiques, et ses vulnérabilités psychologiques, ses styles d'attachement avec une substance donnée qui a ses propriétés aussi addictives et à un moment donné dans la culture, la société, l'époque, un certain niveau socio-économique dans une culture spécifique. Alors tout ça ensemble, tous ces facteurs ensemble contribuent à un tableau de troubles d'usage des substances. Alors, quand on parle d'un trouble lié à l'usage de substances, on parle de maladies chroniques qui sont à haut risque taux de rechute, qui sont comparables aux autres maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, les maladies chroniques psychiatriques aussi, dans leur cours, développement, traitement et taux de rechute. Il s'agit quand on parle d'un trouble, de l'addiction au trouble lié à l'usage, on parle d'un trouble, un comportement compulsif de consommer une substance malgré des conséquences négatives et sérieuses au niveau psychologique, physique, familial, personnel. De la difficulté à contrôler la quantité et la durée de la consommation, des tentatives de diminuer la consommation qui ne fonctionnent pas. Puis il y a émergence d'états émotionnels négatifs pendant l'abstinence. Il y a 11 critères dans le DSM. On ne va pas aller à travers tous les 11 critères, mais c'est ça vraiment le fond de troubles d'usage. Alors, dans le DSM, on liste 10 substances
Puis on a besoin de 2 critères. Alors ça peut être la perte de contrôle, puis la perte de contrôle, puis par exemple, puis émergence d'état négatif serait suffisant pour un trouble lié à l'usage dans les DSM. Puis dans les DSM, il y a spécificateurs de sévérité jusqu'à sévère. Puis on parle de rémission partielle à partir de 3 mois, mais les gens qui ont un trouble de l'usage, ils l'ont toujours, et ils l'ont toujours, on le spécifie toujours dans les critères de DSM, puis ici, ils sont abstinents pendant des longues périodes de temps. Là, on mentionne rémission complète. Alors, le DSM spécifie des substances, puis le jeu pathologique est inclus aussi dans le chapitre des troubles d'usage liés aux substances, mais aussi on peut penser à d'autres comportements addictifs, par exemple certains troubles alimentaires, l'hyperphagie, la perte de contrôle sur la nourriture, ce genre d'envie de manger pour gérer ses émotions. On peut penser aux comportements sexuels, certains comportements de l'addiction à l'Internet, aux jeux vidéo, l'achat compulsif, la kleptomanie, quand on achète sans avoir, quand on vole des objets sans en avoir besoin, cette urgence de voler. Alors tout ça, c'est des comportements qui peuvent avoir des similarités avec les troubles liés à l'usage de substances, mais qui ne sont pas des diagnostics comme tant tels. Les coûts sociaux liés à l'usage des substances. Alors, on parle au Canada d'une personne sur 5 souffre d'un trouble de l'usage de substances pendant sa vie. On parle l'alcool et le tabac, c'est eux qui coûtent le plus à la société. Alors, quand on parle de coûts liés à l'usage, on parle des soins de santé, de perte de productivité, d'années de productivité. On parle de justice pénale et autres conflits. Alors, on voit que l'alcool puis le tabac contribuent énormément au coût de la société, mais aussi à la perte de productivité. Les opioïdes aussi contribuent à une grande perte de productivité. On voit par exemple avec la cocaïne, c'est surtout les coûts liés à la justice pénale. Alors, puis au Canada, en 2017, le coût total est estimé à 46 milliards de dollars, environ 1258 par Canadien que ça nous coûte. La nicotine et le tabac, alors il y a eu une diminution de l'usage du tabac à travers les années. Puis ça, c'est un bel exemple de voir qu'est-ce qui détermine vraiment un trouble d'usage. Alors, quand on ne savait pas que le tabac était lié à autant de problèmes de santé, il y avait quand même un grand pourcentage de gens qui fumaient. Puis, puis de plus qu'il y a eu d'avertissements, un certain nombre de gens ont pu arrêter. Alors, on peut penser que ces gens étaient dépendants à une substance, ils avaient une dépendance physique, mais ils n'avaient pas le trouble nécessairement d'usage parce que dès qu'ils ont su qu'il y a autant d'effets négatifs, ils ont pu arrêter de consommer. Puis ça c'est aussi, on va parler un peu de ça, la différence entre ce qui est une dépendance physique et un trouble d'usage addictif, c'est pas des synonymes. Alors, le tabac, on note une diminution marquée durant les dernières années. Ça, c'est au Canada. Puis ça, c'est vraiment le Québec. Puis dans les dernières années, on voit qu'il y a une augmentation, surtout chez les femmes. Alors, depuis 2015, on note une augmentation chez les femmes. Mais on parle de consommation à peu près de 15% de la population, 15 à 20%. La nicotine, le tabac reste la première cause de décès évitable dans le monde, dans le Canada, les pays développés. Et on parle de 50% des gens qui fument le tabac, qui sont des fumeurs, vont mourir d'un problème lié à l'usage de tabac. Puis les patients avec comorbidité psychiatrique
fument 2 fois plus que la population générale, fument plus de cigarettes et ont moins de chances d'arrêter le tabac. Alors, ouais. Et, et le tabac reste un grand problème de la société. Puis c'est intéressant, je trouvais ces données comme 44% des fumeurs n'ont pas reçu de conseils de cessation tabagique par le médecin dans les dernières années. Puis il y a comme une perception chez certains thérapeutes médecins comme quoi le tabac n'est pas urgent à vraiment intervenir, admettons comme l'alcool, comme la cocaïne, comme les autres substances. Puis qu'on a moins tendance à être actif dans l'évaluation, dans le traitement des troubles liés à l'usage de nicotine et tabac. Puis aussi, ces biais cognitifs aussi sont prévalents chez les psychiatres où est-ce qu'on pense que mais si peut-être les gens ils ont besoin de leur nicotine comme effet antidépresseur, ça va être trop difficile d'arrêter le tabac en même temps que traiter leur dépression ou traiter leurs troubles à l'alcool. Alors, on a ces conceptions. Ce qui mène que seulement 44% des fumeurs n'ont pas eu de conseils de leur médecin dans les dernières années. Ça, c'est au Canada par rapport à la cessation tabagique. Mais on dit que donner un avis clair d'arrêt tabagique est associé à plus de tentatives de cessation. Puis on parle d'un conseil bref de 3 minutes par un clinicien augmente les chances d'abstinence de 30%. Puis aussi, incorporer des outils de cessation tabagique de TCC pour la TCC pour troubles dépressifs majeurs augmente les chances d'abstinence de 2,4 fois plus à 12 mois post-traitement. Alors, on a à gagner à intervenir dans la cessation, à aider les patients à cesser le tabac. Au niveau des opioïdes et sédatifs, il y a une augmentation au Québec de la mortalité par intoxication d'opioïdes, surtout chez les personnes de 50 à 64 ans. Et là, on voit l'usage de médicaments ici, vous voyez le graphique. Ça c'est au Québec, au cours des 12 derniers mois, par exemple, à peu près 8,4% des 15 à 19 ans ont consommé des opioïdes. 20 à 24, il y a 12. Alors, c'est quand même un problème important. 11,8% des adultes, des Québécois ont consommé des opioïdes au cours de la dernière année. Ça, c'est des médicaments qui ont été prescrits. Mais moi, j'ai une question sur ce taux chez les jeunes, surtout. La cocaïne, au Canada, la consommation de la cocaïne est reportée à 2%, mais c'est des gens qui ont rapporté leur utilisation dans les sondages. Il y a clairement une augmentation chez les jeunes, mais les taux en général restent autour de 2%. Au niveau de la méthamphétamine, alors la méthamphétamine au Canada dans les dernières années, on voit comme une hausse des décès liés à l'usage de la méthamphétamine, des problèmes légaux aussi, et aussi au niveau médical. L'alcool, on parle de à peu près 10% de la population qui a un trouble d'usage lié à l'alcool. Puis, comme vous voyez, ça, c'est le pourcentage de la population canadienne qui dépasse les directives de consommation d'alcool à faible risque. Alors, pour l'alcool, on a des guidelines pour la consommation à bas risque. Puis, chez les jeunes adultes, jusqu'à 28-29% dépassent les recommandations pour effets chroniques et aussi aigus. C'est plus les hommes que les femmes, mais on voit quand même la majorité des gens dépassent. Il y a beaucoup de gens qui dépassent. Au niveau de COVID et alcool, alors, ça c'est le Centre canadien de dépendance et usage de substances.
18% des Canadiens rapportent que leur utilisation d'alcool a augmenté pendant la pandémie, puis c'est associé à la solitude. Et une personne sur 5 consomme de façon régulière, quotidienne, de l'alcool, plus qu'avant. Mais 12% des gens ont diminué leur consommation d'alcool, puis ces gens, leur consommation de l'alcool était surtout sociale, puis dès qu'ils ont moins d'opportunités de boire, ils consomment moins. Et 70% des Canadiens ont mentionné que leur consommation est restée identique. Pour le cannabis, alors, on note une augmentation chez les jeunes, mais surtout une augmentation dans les études que j'ai lu, une augmentation surtout chez les gens, les baby boomers. Alors, les gens de 65 ans et plus, avec la légalisation, il semble avoir une augmentation de la consommation de cannabis chez cette population. COVID et cannabis, alors augmentation 6% chez les Canadiens rapportent comme quoi ils ont augmenté leur consommation et 84% rapportent qu'ils ont diminué leur consommation et 90% rapportent que leur consommation est restée identique. Le jeu pathologique, 79% des Canadiens rapportent jouer aux jeux de hasard. C'est un problème chez 2% de la population. Le jeu pathologique a un tableau qui est une trajectoire, mais un tableau qui est similaire aux troubles liés aux usages de substances. Souvent vraiment difficile à traiter, puis un tiers des gens s'améliorent sans traitement. Puis ça, c'est vrai aussi pour les autres troubles d'usage de substances. La trajectoire n'est pas pareille pour tout le monde. Alors, il y a des gens qui ont une rémission spontanée sans traitement, et il y a des gens qui restent dans un état chronique de consommation, et il y a des gens qui s'améliorent avec rechutes fréquentes. La comorbidité des troubles d'usage avec autres troubles psychiatriques. Alors, chez les gens qui ont d'autres diagnostics psychiatriques, leur prévalence d'avoir aussi un trouble lié à l'usage de substances à vie est élevée. Alors, chez les gens avec maladie bipolaire, on parle de 56%, troubles psychotiques 50%, affectifs, anxieux et TDAH. Puis, beaucoup d'hypothèses sont sous-jacentes à ça. Est-ce qu'on parle de même facteurs de risque, par exemple, pour les troubles d'usage et les problèmes, autres diagnostics psychiatriques? Est-ce qu'ils sont des choses indépendantes? On peut avoir aussi des troubles d'usage de substances qui induisent des états dépressifs, anxieux, psychotiques. Et aussi, on peut avoir et les gens aussi qui ont des dépressions ou aux troubles psychotiques peuvent avoir recours aux substances comme façon de s'auto-traiter, surtout chez par exemple les patients psychotiques, où est-ce qu'il y a un débalancement de la dopamine, la recherche des substances peuvent augmenter en quelque sorte cette dopamine. Ça amène énormément de conséquences négatives, mais on voit que ces problèmes sont interliés. 50% des gens qui ont un trouble d'usage de substances à peu près ont aussi une autre comorbidité psychiatrique. Mais aussi, avant de passer à ça, aussi le problème d'usage de substances en tant que tel peut mimiquer d'autres problèmes psychiatriques à peu près. Par exemple, le trouble de personnalité limite. Chez 50% une étude a démontré que 50% des gens qui ont eu un trouble, diagnostic de trouble lié à l'usage des substances et aussi un trouble de personnalité limite, et une fois qu'ils ont eu des traitements de leur trouble d'usage puis qu'ils ont été abstinents, mais 50% de ces gens ne répondaient plus aux critères de trouble de personnalité limite. OK, la neurobiologie, alors ça c'est vraiment juste un survol, je ne suis pas du tout experte dans ça, mais je trouvais ça intéressant, le modèle neurobiologique et l'association avec le modèle psychologique de traitement. En addiction, on a
il existe des changements au niveau du cerveau qui sont progressifs et ces changements souvent persistent des années après l'arrêt d'usage. Alors, on parle de maladies chroniques, puis c'est là que c'est important de distinguer qu'est-ce qui est un état de dépendance physique et vraiment un trouble d'usage des substances. Alors, les gens peuvent devenir tolérants aux opioïdes, par exemple, s'ils ont des douleurs chroniques, puis ils prennent ça depuis des années, ils peuvent avoir des symptômes de sevrage lorsqu'il y a un retrait des opioïdes, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont des comportements addictifs de recherche de drogue, des comportements compulsifs. Puis le traitement de la dépendance physique ne suffit pas comme traitement de l'addiction. Alors, un traitement, juste envoyer les gens en détox pendant quelques jours, ça ne suffit pas parce que les changements au niveau du cerveau sont au-delà de seulement cette dépendance physique. C'est des changements qui persistent des années après la sobriété. OK. Alors ça vient de ASAM, Principle of Addiction Medicine, où est-ce qu'on comprend l'addiction comme en 3 stades. Alors, le premier stade, c'est le stade de binge intoxication, où est-ce que les gens commencent à utiliser la substance pour avoir un renforcement positif. Alors, ça, c'est les débuts de la consommation, où est-ce qu'il y a une importante augmentation de la dopamine dans les noyaux, de base, surtout le nucleus accumbens, où est-ce qu'il y a une augmentation de la dopamine 5 à 10 fois plus que les renforçateurs naturels. Alors, il faut voir le trouble, l'addiction comme un système qui vient hijack ou vient prendre le dessus sur le système de récompense naturel, normal qu'on a comme humain qui nous a permis de survivre pendant des milliers et des milliers d'années, où est-ce qu'on a un mécanisme de récompense qui nous pousse à aller vers des comportements qui maintiennent notre survie, comme par exemple la nourriture ou le sexe. Alors, quand on mange ou quand on fait l'amour, mais il y a une augmentation de la dopamine de façon naturelle dans notre cerveau. Alors, qu'est-ce qui vient ces drogues? Ils viennent renforcer ces effets 5 à 10 fois plus forts que les renforçateurs naturels. Puis contrairement, surtout en nucléus accumbens, puis contrairement aux renforçateurs naturels, où est-ce qu'il y a un phénomène de satiété, en addiction, il n'y a pas ce phénomène. Alors, ça, on commence au niveau de binge intoxication, où est-ce que la consommation est surtout impulsive. Puis par la suite, il y a passage à l'état de sevrage, état négatif, affectif négatif, ici, où est-ce qu'on a où est-ce qu'on se trouve dans un état de déficit de récompense, puis un état de stress. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a hypersensibilisé les récepteurs, puis là, il s'ensuit une forme d'habituation normale, de sensibilisation normale des récepteurs dopamine. Alors, en absence de la substance, il y a un état hypodopaminergique, un état de stress, et là, les gens se plaignent de malaise, d'irritabilité, de dysphorie. Et là, le renforcement négatif devient très puissant. On veut vraiment se débarrasser de cet état. Puis là, on va consommer plus. Puis c'est là que le problème vraiment commence à être de plus en plus important parce que là, il y a une transition d'usage, d'un usage impulsif vers un usage compulsif. Ce que je dis, c'est vraiment des simplifications. Les substances activent plusieurs centres du cerveau, puis c'est très complexe, mais on pense que le trajet final, c'est une augmentation de la dopamine. Sauf par exemple pour les hallucinogènes qui ne sont pas augmentés, la dopamine, d'où peut-être leur
qu'ils ne sont pas aussi addictifs que les autres substances, par exemple. Alors, on se rend dans cet état de déficit. Puis aussi, il y a des changements au niveau préfrontal. Alors, c'est là où on parle de déficit de fonction exécutive. Les gens, ils ont des envies de consommer intenses, des cravings. C'est chez certains consommateurs chroniques, on a une diminution du volume de la matière grise, par exemple les méthamphétamines, qui prédisent des risques de rechute. Il y a un débalancement de la dopamine au niveau préfrontal qui est lié à l'impulsivité et à la compulsion, surtout au niveau orbitofrontal. Puis, alors, tous ces changements contribuent aussi à tout ce qui est croyance, croyance, impulsivité, où est-ce qu'on peut travailler aussi en psychothérapie. Mais aussi, c'est les gens qui ont des dommages au niveau préfrontal qui sont très, très importants, sont plus difficiles à traiter en thérapie, par exemple, cognitivo-comportementale. La vulnérabilité à l'addiction, facteur génétique à 40 à 60% de la vulnérabilité à l'addiction est attribuée à la génétique. Alors, une fois que les gens sont exposés à la substance, leur génétique joue un grand rôle. Par exemple, les études sur l'alcoolisme ont montré que les enfants qui ont été adaptés de parents avec alcoolisme, mis dans un environnement sans alcool, ils ont pareil 4 fois plus de risques d'avoir un trouble lié à l'usage de l'alcool. Statut socio-économique précaire, disponibilité de la substance, et ça, il faut s'exposer à la substance pour avoir un trouble par la suite. La pression des pairs, trauma, négligence pendant l'enfance, usage précoce des substances, des doses plus fortes et prévalence plus élevée chez les hommes. J'ai inclus cette étude, elle est super intéressante. C'est l'étude de Adverse Childhood Study, qui est étude respective sur à peu près 8613 adultes, où est-ce qu'on a fait un questionnaire sur plusieurs facteurs traumatiques ou négligence pendant l'enfance et association avec des problèmes physiques, psychiatriques, et c'est une grosse étude qui a montré beaucoup de corrélations entre ce qu'on appelle ACE, alors Adverse Childhood Events dans l'enfance, puis le taux de cancer, d'inflammation, de maladies psychiatriques. Et là, on se concentre sur vraiment le lien entre ces événements de l'enfance traumatiques et la prévalence de troubles liés à l'usage. Alors, ils ont distingué l'abus, la négligence, puis la dysfonction à la maison en sous-critères. Puis ce qu'on voit ici, à peu près 12,5 en tout, 10,5% des gens ont rapporté avoir vécu plus qu'un abus émotionnel ou négligence ou dysfonction à la maison. Et ce qu'on voit que le lien est que avoir eu des adversités pendant l'enfance est associé à un début précoce de consommation. Alors, si on a plus que 5 facteurs, il y a plus de consommation en bas de 14 ans, à peu près 14% des gens consomment à partir de 15 ans. Alors, un début d'usage précoce, puis aussi une augmentation de risque à vie de développer un trouble d'usage de 4 fois plus. Alors, 37,4% des gens qui ont eu plus que 5 risques d'adversité dans leur vie développent un trouble d'usage aux substances. Puis aussi une association, c'est que les gens qui ont témoigné l'utilisation de substances dans leur maison, mais ils ont clairement beaucoup plus de risques de développer aussi un trouble d'usage. Mais ces facteurs aussi sont indépendants d'autres facteurs. OK, alors ça on a parlé de la vulnérabilité liée à la personne. Là, on va parler des facteurs associés à la substance. Le type de drogue, c'est pas les mêmes drogues qui activent de la même façon les systèmes de récompense naturelle. Alors, la biodisponibilité, l'activation des récepteurs,
par exemple, 10% des consommateurs réguliers d'alcool et cannabis développent un trouble d'usage. La consommation d'alcool est très prévalente, jusqu'à 90% de la population, alors 10% de ces gens vont avoir un problème. Tandis que 10% des utilisateurs initiaux d'amphétamines et cocaïne vont développer un trouble d'usage. Alors on voit que c'est beaucoup plus à risque. On est beaucoup plus à risque de développer un trouble lié à l'amphétamine et cocaïne que l'alcool, par exemple, et le cannabis. Les doses les plus élevées augmentent le risque de développer une addiction. Puis les drogues sont de plus en plus puissantes des dernières années. Le THC, les concentrations sont à 20%, la même chose pour les amphétamines et méthamphétamines. Le mode d'utilisation, tout ce qui est intravenu, fumé, va activer le système de récompense de façon plus importante, tout ce qui est intranasal, oral, transdermique. Et là, on parle du principe de contiguïté en TCC, puis ça veut dire que le plus qu'il y a un délai de temps court entre la substance et l'effet renforçateur, le plus que ça va mener à un trouble de dépendance d'usage des substances. Par exemple, la cigarette, ça active, ça se rend au niveau du cerveau en moins que 5 secondes. Alors, on peut imaginer comment ce principe de continuité, ça se rend tellement rapidement et c'est très addictif. OK. Alors, au niveau des traitements des troubles d'usage liés aux substances, on parle de modèle de maladie chronique, puis il y a énormément de stigmatisation envers les gens avec addiction. On a eu il y a eu beaucoup la guerre sur les drogues qui n'a pas fonctionné, qui a coûté plus cher à la société, mais aussi le jugement moral, comme quoi c'est un échec moral, ça prend juste la volonté pour arrêter. Tandis que de plus en plus, mais moi je pense comme société, on a plus à gagner comme le voir de modèles de maladies chroniques avec des traitements qui fonctionnent. Alors, le traitement est complexe, puis nous, on va vraiment se concentrer sur seulement les traitements la psychothérapie, mais on peut penser au traitement, à ce qu'on se concentre sur l'abstinence ou la réduction des méfaits, par exemple, pour les opioïdes. Maintenant, on préconise les thérapies de substitution sur l'abstinence. Est-ce qu'on parle de détox, traitement à l'interne, à l'externe? Alors, la pharmacothérapie qui est très aidante. On ne va pas rentrer dans tout ça, on va vraiment se concentrer sur la psychothérapie, mais il faut garder à l'esprit que un traitement, c'est un traitement qui doit être multimodal, qui englobe autant des changements au niveau physique, psychologique, spirituel, culturel, familier, financier. On veut vraiment aider les gens à bâtir un mode de vie différent et plus sain à long terme. Les facteurs d'efficience dans les psychothérapies pour traitement de troubles d'usage liés aux substances. Alors, on est mieux à focuser directement sur l'abus de substances, sur cette question. Alors, c'est là que les thérapies psychanalytiques ou psychodynamiques, où est-ce qu'il n'y a pas un focus direct, fonctionnent moins bien dans les médias. On veut aider les gens à renforcer leur motivation pour le changement, les aider à comment gérer le stress. On veut aider les gens à changer le contingence de renforcement, alors augmenter les renforcements positifs, naturels, sains, puis améliorer le fonctionnement interpersonnel et créer un lien thérapeutique. Au niveau du modèle comportemental, alors on se passe sur le conditionnement classique, c'est vraiment la cloche de Pavlov, le stimulus neutre initialement, qui est pairé avec la bouffe à force de juste sonner la cloche et là on a une réponse du chien. Et c'est la même chose pour un peu les substances. Alors là on parle à l'allumette liée à la cigarette, le café, la poudre blanche par exemple chez les gens avec cocaïne. Ça vient vraiment activer leur craving de consommer. Puis, juste pour revenir au modèle neurologique, on sait que
l'anticipation à la consommation peut elle-même augmenter la dopamine. Alors, on n'a pas nécessairement besoin de consommer pour augmenter la dopamine, c'est juste l'anticiper peut augmenter la dopamine dans le nucléus accumbens. Conditionnement opérant, on parle de renforcement positif, négatif. Alors, renforcement, ce qu'on veut dire renforcement, c'est que les gens sont motivés à répéter les comportements où la conséquence, quand il y a une conséquence positive. Alors, ça peut être renforcement positif ou négatif. Renforcement positif, on parle, mais consommer l'alcool, ça m'a donné des effets, je me sens plus sociale, alors je vais consommer plus. Renforcement négatif, ça enlève mon anxiété, je vais consommer plus. La punition, c'est la conséquence, c'est qu'il y a une conséquence négative à notre comportement qui diminue les chances qu'on répète ce comportement. Par exemple, dans l'addiction, on parle de punition positive, les systèmes judiciaires, où est-ce qu'on dit aux gens, mais c'est la prison ou aller en traitement dans le but de les aider à être abstinents. Les punitions négatives, les thérapies d'aversion, par exemple. Et ici, la notion de programme à récompense variable est intéressante à garder à l'esprit par rapport surtout à troubles d'usage de jeux pathologiques. Alors, programme à récompense variable, ça veut dire que si jamais on est en train de jouer au jeu de hasard, puis on gagne comme une fois sur 10 et pas à chaque fois. C'est imprévisible, on ne sait pas c'est quand qu'on va gagner, mais ça crée un pattern, une tendance addictive qui est très puissante. La même chose s'applique pour les jeux vidéo, où est-ce qu'on ne sait pas c'est quand qu'on va avoir une récompense. Puis l'apprentissage social vicariant, alors qu'on a témoigné, avoir grandi dans une maison où est-ce qu'on voit ses parents en train de consommer, mais on a un modèle, on l'incorpore, on apprend. Puis on répète ce qu'on apprend. Alors, on n'a pas, ici dans l'apprentissage social, on n'a pas besoin d'avoir été le sujet de consommer, mais on a juste à témoigner que quelqu'un consommait, puis on apprend de cette personne. Alors, on a parlé un peu des applications, mais alors, on peut parler de compte conditionnement, inhibition réciproque. On va en parler plus dans les outils thérapeutiques tantôt. Alors, la thérapie par contingence, on ne va pas aller dans les détails de ça, mais c'est les thérapies qui sont basées sur le modèle comportemental, où est-ce qu'on utilise des récompenses ou punitions concrètes afin de changer les contingences d'utilisation. Admettons alors si les gens restent abstinents, ils ont des urines négatives dans le traitement, mais ils peuvent avoir une récompense positive. Ça peut être quelque chose de très symbolique ou ça peut être de l'argent. Ils peuvent avoir simplement, si admettons, ils ont des tests positifs, mais là, c'est des punitions concrètes. Des thérapies par contingence fonctionnent très bien et plus rapidement que d'autres formes de thérapie, il semble. Mais le problème avec ça, c'est que ils ne semblent pas avoir une motivation interne qui se développe par la suite si jamais on enlève les contingences de l'extérieur. Ça veut dire si on enlève cette motivation de l'extérieur ces récompenses positives ou punitions de l'extérieur, les gens ne semblent pas continuer à rester abstinents à long terme. Alors, l'effet diminue avec le temps. Contrairement, par exemple, à la thérapie de prévention de la rechute. Le modèle cognitif de Beck, alors Beck a parlé que certaines personnes, ils ont plus de risques que d'autres de développer l'addiction parce qu'ils ont une faible tolérance émotionnelle, ils sont impulsifs, ils ont tendance à l'autodépréciation, manque d'affirmation de soi.
besoin d'automédication, de soulagement, puis un genre de vraiment difficulté à rester avec l'anxiété, la tristesse, la colère, puis la perception qu'on doit être toujours heureux, puis la recherche de ce soulagement en continu, la recherche excessive de la nouveauté également. Et les croyances dysfonctionnelles par rapport à la consommation peuvent être anticipatoires liées aux attentes positives de la consommation. Alors, à quoi je m'attends quand je vais consommer? Est-ce que je m'attends à à avoir des à être plus sociable, plus heureux, plus fort, plus de performance sexuelle. Les gens, ils ont ces attentes positives qui ne peuvent ne pas du tout correspondre à la réalité de la consommer. Alors, c'est là que ça revient. Juste l'attente peut activer ce système. Des croyances liées au soulagement rapide de la consommation, que j'ai besoin de ça pour me soulager, que si je ne consomme pas, mais cet état d'anxiété va perdurer pour le restant de ma vie, par exemple. Ça va être difficile de m'en sortir. Euh, et là, ce qui les amène à avoir des croyances permissives qui donnent l'autorisation de consommer. Juste aujourd'hui, parce que j'ai une grosse journée. Ah, ça, c'est une exception parce qu'il y a une fête. Alors, se donner la permission. Euh, OK. Une fois qu'on a un trouble d'usage du substance, qu'est-ce qui motive les gens à arrêter d'utiliser? Et là, la question de la motivation et l'ambivalence sont cruciales, sont vraiment fondamentaux. C'est une question fondamentale pour comprendre le trouble d'usage des substances parce qu'on fait face à des renforçateurs positifs et surtout négatifs parce que le renforcement négatif est plus puissant que le renforcement positif qui sont très puissants et qui fonctionnent très bien et avec des conséquences négatives, personnelles, psychologiques. Puis les gens sont dans un état d'ambivalence, puis la motivation est difficile chez beaucoup de gens. La motivation vers l'abstinence est à peu près moins que 20% des gens, à un moment donné, sont motivés à changer leur comportement. Puis ça, c'est similaire à tout comportement malsain, dysfonctionnel. Par exemple, la sédentarité, la malbouffe. Seulement 20% des gens sont motivés à changer ce comportement. Le taux d'abandon est estimé à 50% dans les traitements d'addiction. Est-ce qu'il y a une certaine proportion de ces gens qui n'étaient pas prêts à prendre action et puis qui abandonnent le traitement? Puis est-ce qu'on a plus à gagner à changer notre attitude de traitant, de attendre juste que les gens soient prêts pour le changement, pour qu'on s'implique, à une attitude plus active qui engage les gens dans un discours de changement? Et qui essayent de les aider à augmenter leur motivation pour le changement. D'où vient l'entretien motivationnel, qui peut être en entretien ou une thérapie en tant que telle, ou en entretien en combinaison au sol avec la TCC. Puis l'idée ici, c'est l'attitude de thérapeute, c'est vraiment de mettre l'emphase sur la collaboration et évoquer un discours de changement avec les patients. On veut les aider à identifier les pour et les contre, puis on comprend l'ambivalence, on comprend qu'ils ont beaucoup à perdre de leur point de vue. Puis on comprend qu'on respecte qu'ils sont peut-être à un stade où est-ce qu'ils ne sont pas prêts à s'engager. Alors, on essaie d'avoir cette attitude empathique de collaboration, mais toujours en essayant de personnaliser les motivations pour le changement. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous à long terme, au niveau physique, social? Alors, chercher les motivations très personnelles de l'individu, toujours faire des réflexions, résumer ce que la personne vient de dire et faire des inférences. Alors, dès qu'une personne parle de, par exemple, j'aimerais ça avoir des enfants, puis avoir un milieu stable, mais là, on vient chercher comment votre consommation est en train d'empêcher ce développement, ce déroulement. Alors, dès qu'on a une porte d'entrée à engager la discussion vers l'abstinence ou élucider les contradictions dans les discours, mais on prend cette porte d'entrée
d'entrée, mais en évitant d'être une attitude de confrontation, d'argumentation, où est-ce qu'on donne des conseils non sollicités. Une façon de dire, est-ce que vous me permettez de vous parler un peu de ce qu'est le trouble de l'usage de l'IA. Puis si les gens ne sont pas du tout réticents, mais on peut comprendre, mais juste donner des avis non sollicités, ça ne semble pas de fonctionner. Puis on comprend que les stades de changement sont... Alors, les stades de changement, selon Prochaska, on a la précontemplation, où est-ce que les gens sont dans un état où est-ce que le changement n'est pas envisageable à court ou à moyen terme, 6 mois, où est-ce ils ont encore énormément de bénéfices subjectifs associés à la consommation. La contemplation, c'est là que les gens commencent à contempler les changements. Puis c'est là qu'on peut vraiment interagir, à élucider les contradictions, à parler beaucoup de changements. Puis ces conversations doivent être vraiment répétées, plusieurs visites, revenir sur le même sujet. Alors, les gens, lorsqu'ils sont dans le stade de contemplation, ils sont à peu près à 6 mois d'un changement possible. Préparation, ils sont prêts pour une action d'ici à 1 mois. Et l'action, c'est vraiment lorsqu'ils ils font des changements comportementaux. Et le maintien, c'est parce qu'ils sont maintenant abstinents, ils ont une nouvelle façon de vivre, puis ça dure entre 6 mois à 5 ans. Puis énormément de gens restent dans ces phases, puis rechutent. Alors, on peut rechuter à la précontemplation parce qu'on a échoué une fois, puis là, on pense que ça ne sert à rien, puis on n'est pas capable. Alors, on peut rester en précontemplation après, par la suite, pendant des années, par exemple. Puis là, on revient à la préparation, l'action. Puis ce n'est pas nécessairement des stades qui doivent se succéder, mais on peut passer de maintien à la contemplation, à l'action et vice-versa. Et la terminaison, alors lorsque la personne est à un moment où ils n'ont aucune tentation et 100% de sens de l'efficacité. Et ça, c'est rare que les gens arrivent à ce stade. Par exemple, seulement 20% des gens qui ont fumé rapportent qu'ils n'ont aucune tentation. Et la question du craving ici est importante et ça a été très, très étudié. Est-ce que les envies, le craving sont associés nécessairement à un risque de rechute? Mais c'est une question controversée. Mais clairement, le sens de l'efficacité est associé à un plus grand taux de rechute. Lorsque les gens ont la perception peuvent avoir le contrôle sur leur consommation, c'est associé à des meilleurs taux d'abstinence. Alors, c'est pour ça que c'est très important de parler de la rechute, parce que la rechute semble être la règle chez beaucoup de consommateurs. 70% des patients pour l'alcool ou la nicotine aussi très élevé. On parle de 9 tentatives de cessation, jusqu'à 9 tentatives de cessation de tabac pour vraiment pour passer à l'abstinence. 12 mois post-traitement, 40 à 60% des gens rapportent une abstinence. Alors, il y a quand même, les gens rechutent de façon importante. Et la prévention de la rechute, c'est une psychothérapie qui aide les gens à arrêter de consommer une fois qu'ils sont sobres. Alors, l'efficacité, on a une réduction de la sévérité des rechutes, on améliore la persistance du traitement et il y a une amélioration continuelle après le traitement, contrairement par exemple à la thérapie par contingence, ce qu'on appelle les delayed emergence effects, c'est que les effets thérapeutiques semblent se maintenir après l'arrêt de traitement. Puis intégrer la pleine conscience semble améliorer les taux de maintenance. Je vois le temps passer, alors je vais passer un peu vite sur ça. Le Project Match, longue étude qui a démontré que la TCC, la thérapie motivationnelle et 12 étapes étaient similaires. Et une méta-analyse aussi a démontré l'efficacité de la prévention des chutes. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que les gens sont en abstinence? Ils peuvent aller en abstinence prolongée, ce qui est pas fréquent, et ils peuvent aller en lapse. Alors, ce qu'on appelle, je n'ai pas trouvé la traduction, mais ça veut dire que ils peuvent, liés secondairement au stress ou à d'autres facteurs, ils peuvent reconsommer une fois ou 2 fois. Et ça, c'est à différencier de ce qu'on appelle une rechute. Alors, ce n'est pas parce que la personne a reconsommé qu'ils sont automatiquement dans une rechute. Et
la plupart des gens qui reconsomment après une période d'abstinence, mais ils peuvent aller vers un état de maintien par la suite, une amélioration continuelle. Puis ici, c'est notre rôle de thérapeute, d'être conscient de ce qu'on appelle le abstinence violation effect. Ça veut dire que lorsque les gens reconsomment après une période d'abstinence, si ils ont des distorsions cognitives, ils pensent que voilà, je suis revenu à la consommation comme avant, une rechute, puis on leur donne le message comme quoi vous avez échoué, puis ça c'est une rechute, mais ils ont plus tendance à consommer de façon excessive, problématique par la suite. Mais si on l'aborde comme un apprentissage, puis on va essayer d'identifier qu'est-ce qui s'est mal passé, ils ont plus de chances d'aller vers un prolapse, c'est un maintien à long terme. Quand on parle d'une rechute, alors il y a plusieurs stades de la rechute. On parle d'une rechute émotionnelle, cognitive, comportementale et sociale. Émotionnelle, lorsque les gens commencent à être dysphoriques, pas bien, puis ça c'est avant la rechute vraiment de consommer. Quand ils sont une rechute cognitive, quand on pense au parallèle de la dépression, les ruminations, où est-ce qu'ils commencent à être ambivalents, à voir que cette vie, sans consommer, ça n'a pas l'air aussi bien. Ils sentent qu'ils ont perdu le sens d'efficacité. En tout cas, toutes ces cognitions qui nous amènent à rechuter. Rechute comportementale, ils commencent à mentir, ils commencent à s'isoler, à ne plus s'engager de la même façon avec leurs amis et leur famille pour arriver finalement à la rechute sociale, qui est vraiment un état de consommation comme avant, de fonctionnement comme avant. Alors, on veut intervenir aux différents stades de la rechute. Les facteurs associés au risque de rechute, l'efficacité personnelle, on a parlé à quel point les gens sont en contrôle, les attentes des résultats, à quoi on s'attend une fois qu'on a consommé, puis l'attribution de causalité. Est-ce qu'on pense que les gens qui attribuent la question de rechute à des facteurs externes, par exemple le stress, le travail, la pression, plus que des facteurs internes, ils ont plus de risque de rechute et le processus de prise de décision. OK. Alors, on parle d'une thérapie 8 à 12 séances avec ou sans aide pharmacologique. Puis, on fait la thérapie du modèle de la prévention de la rechute une fois qu'il y a une stabilisation au niveau médical, social, émotionnel, cognitif. Alors, on a besoin d'une certaine capacité de faire la thérapie. Puis, on commence par vraiment la psychoéducation aux patients et à leur famille sur le trouble d'usage, sur les déclencheurs, sur le risque de rechute qui est associé à la détresse psychologique, puis afin d'aider les gens et leurs familles d'identifier ces facteurs. OK, on va parler plus en détail de ça. Alors, un déclencheur peut être cognitif, alors une pensée, ça peut être comment on se sent, ça peut être l'environnement, la poudre, ça peut être l'odeur, ça peut être différentes choses. Puis en termes d'outils, alors on commence par vraiment la base, l'analyse fonctionnelle, reconnaître les déclencheurs utilisant les substances, alors les situations à haut risque. On veut identifier quelles sont vos situations personnelles à haut risque. Au niveau même externe, mais interne. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous que vous consommez, que vous avez plus envie de consommer? C'est l'anxiété, la colère, la détresse. Et dans quel environnement vous vous trouvez quand vous êtes plus à risque de consommer? On veut aller vraiment voir les détails de la consommation, des rechutes précédentes et aussi les conséquences positives et négatives de la consommation. Puis aussi mettre l'emphase sur, oui, peut-être que vous avez gagné ça quand vous consommez, mais beaucoup à perdre aussi. Par la suite, une fois qu'on a identifié ces situations à haut risque, comment on va les gérer? Alors, est-ce que c'est vraiment la distraction de l'évitement?
éviter les gens qui consomment beaucoup d'alcool, d'être dans une situation qui va vous influencer beaucoup. Est-ce que, et ça fonctionne bien, surtout au niveau de la traitement, est-ce qu'on parle d'un délai de la prise de décision? La durée des envies de consommer, c'est à peu près 20 minutes. Alors, juste attendez 30 minutes avant de prendre la décision de consommer ou pas. Puis d'habitude, ça diminue. Exercice de relaxation et avoir des cartes personnelles, des flashcards qu'on peut promener avec nous en tout temps de pourquoi je veux arrêter, quelles sont les raisons, quelles sont les situations à risque, qu'est-ce que je peux faire en situation de risque, puis avoir ces cartes prêtes pour l'usage en temps réel. La régulation émotionnelle. Alors, le facteur de rechute le plus important, c'est la détresse, c'est le stress. Et la plupart du temps, c'est un stress négatif, alors émotion négative, mais ça peut être aussi positif. Il y a des gens que lorsqu'ils ont un événement positif, c'est là qu'ils rechutent, mais c'est surtout les événements négatifs. Alors, comment on va essayer d'aider les gens à réguler leurs émotions en dehors de la consommation? Pour beaucoup de gens, c'est vraiment nommer l'émotion. Ils ne sont pas capables de faire ça. Ils ont un genre comme des émotions vagues qui n'ont pas été jamais validées ou acceptées. Alors, l'acceptation et la validation de l'émotion. Et par la suite, vraiment, est-ce qu'on peut soulager cette détresse? Les gens qui consomment souvent, ils ont des difficultés d'affirmation de soi. Alors, je me sens en colère, puis là, je vais prendre un verre de vin. Alors, on peut les enseigner l'affirmation de soi, résolution de problèmes. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire avec ces émotions pour régler ce problème? Est-ce qu'il y a une personne que je peux contacter? Alors, et si je ne peux pas, s'il n'y a rien à faire, est-ce que je peux rester avec cette émotion? Est-ce que je peux l'accepter, la valider? Et là, l'exercice de pleine conscience peut être très aidant. L'exposition au signal répétitivement sans l'exposition à la substance. On est en train de changer les contingences de renforcement. Alors, en situation réelle, par exemple, venir avec votre café puis quand il y a association entre le café puis la cigarette, par exemple. Alors, on est en train de s'exposer au café sans la cigarette. En imagerie, alors on peut exposer les personnes et imaginer la situation puis aller à travers ça sans la consommation. Puis aussi des entraînements aux compétences interpersonnelles, l'affirmation de soi, je parlais de ça, mais les compétences de refus d'utilisation. Puis on fait des jeux de rôle en séance de vraiment comment dire non en situation réelle. Puis aussi le feedback de la famille, des amis. Alors, on veut engager la famille le plus possible dans le renforcement aussi positif. Alors, féliciter les gens lorsqu'ils ont pas consommé, augmenter les activités plaisantes. De la famille. Restructuration cognitive. On veut s'adresser à la question de la notion d'attente. Est-ce que vraiment les attentes, ce que vous attendez de la substance, c'est ce qui se passe dans la réalité? Souvent pas. Souvent pas. Quelles sont vos valeurs? Comment on peut aider les gens à changer leurs pensées automatiques à des pensées plus réalistes face à la consommation? Et aussi la validation et les émotions et besoins sous-jacents. C'est très important parce que les gens avec consommation, souvent, ils ont jamais été validés et leurs émotions n'ont jamais été acceptées. Alors, juste les valider, ça peut être très important. Attribution de causalité, comme j'ai dit, les gens qui attribuent la raison de rechute à des facteurs externes ont plus tendance à rejeter. Alors, on veut les aider à travailler ses pensées. Les distorsions cognitives comme la catastrophisation, si je ne consomme pas, ça va être la fin du monde, je ne peux pas tolérer cet état physique intolérable. Puis les gens qui avec problème aussi, autres troubles psychologiques, semblent avoir plus de symptômes de sevrage, plus de symptômes physiques. Puis on veut les aider à décatastrophiser ce qu'ils ressentent. Les raisonnements émotionnels, je me sens comme ça, c'est pour ça que je dois utiliser, je me sens mal, alors il y a un problème, je dois utiliser. Et la pensée dichotomique, le blanc ou noir. Puis
on doit vraiment inclure la psychologie positive dans ça, parce que c'est le traitement pour le trouble d'usage, ça implique un changement de vie, ça implique des changements de contingence, de renforcement, un travail à long terme. Puis, puis il y a dans le trouble d'usage de substances, mais il y a vraiment un écart de renforçateur naturel. Ça prend du temps pour établir des renforçateurs naturels. Il y a eu souvent des dysfonctions dans les relations interpersonnelles suite à l'addiction. Et alors, les gens, ils se trouvent dans une situation où ils perdent souvent leurs amis alors, ou leur travail. Alors, ils n'ont plus de renforcement naturel. Alors, on veut les aider systématiquement à améliorer leur vie de façon générale. Augmenter les activités indépendantes des drogues et l'emphase sur la création des activités prosociales. Puis on sait chez les gens qui ont des troubles des personnalités antisociales, mais le traitement fonctionne moins bien parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'alternatives prosociales qui remplaceraient les substances. Puis le soin de soi, comment prendre soin de soi, c'est très, très central au niveau émotif, psychologique et interpersonnel. Et je vais juste finir par parler de la contribution, 5 minutes, de la théorie psychodynamique à la compréhension de l'addiction. Très, très intéressant comment, si on pense à l'addiction comme qu'est-ce que cette personne va rechercher avec la recherche de la substance, qu'est-ce qu'on essaye de fuir, vers quel état mental on essaye d'aller, qu'est-ce qu'on essaye de remplacer. On peut penser à l'alcool, par exemple, comme un genre de taponnage pour toutes ces anxiétés profondes. Qui laisse la personne dans un état de comme lassitude, de mal vivre, vivre à côté de sa vie. Et pourquoi les gens font ça? On pense par exemple, la recherche de plaisir dans l'alcool, mais aussi à la désexualisation du plaisir, que la personne, le plus en plus qu'on utilise, le moins en moins qu'on a une capacité sexuelle normale. Alors, c'est comme si nos pulsions de l'intérieur sont devenues désexualisées et très centrées sur une substance. Ça, c'est Freud qui a parlé de ça. On parle d'économie partielle, comme quoi il y a énormément, comme quoi l'état de la dépendance, c'est comme un état qui amène à un certain équilibre psychique entre toutes les anxiétés profondes, la violence, la colère, les exigences de la société, puis comme quoi certains individus trouvent ce balancement qui est dysfonctionnel, mais en quelque sorte un certain équilibre. On pense à la personne, par exemple, avec un problème d'alcool, qui a une répression très importante de son surmoi, qui est toujours je dois faire ça, il y a des exigences qui ne sont pas capables d'avoir de la compassion envers eux-mêmes, puis qu'avec l'alcool, on est en train de un peu dissoudre artificiellement notre surmoi pour être plus à l'aise socialement. Est-ce que c'est ça ce qu'on recherche avec l'alcool ou est-ce qu'on recherche plutôt à comme réduire notre colère inconsciente et notre anxiété inconsciente, de les tamponner? Alors, c'est différent pour chaque personne et c'est important de vraiment chercher qu'est-ce que la substance, c'est quoi la fonction de la substance pour chaque personne. On parle de la compulsion répétition. Alors ça, c'est le concept de comment on se retrouve à répéter les mêmes situations traumatiques, par exemple les personnes avec TPL, à trouver, à chercher toujours des partenaires qui sont distants, traumatisants. Qu'est-ce qu'on recherche dans ça? Qu'est-ce qu'on recherche dans ça, dans ce genre d'esclavage psychique, à répéter la même chose? Est-ce qu'on recherche à dominer la situation? Est-ce qu'on pense que cette fois-ci, ça sera différent? Quels sont nos besoins?
La question du narcissisme infantile, de la consommation comme un état d'immaturité, ou est-ce qu'on veut revenir à un état où est-ce qu'on était enfant, narcissique, ou est-ce qu'on voulait juste qu'on réponde à nos besoins personnels, ou est-ce qu'on était, où est-ce qu'on prenait pas en considération la réalité extérieure, et qu'est-ce que cette substance vient assouvir, ce besoin de retour à un état d'omnipotence, de contrôle sur ses émotions, sur sa vie. Le déficit de la symbolisation chez les personnes avec trouble de l'usage, c'est qu'ils ont de la difficulté à mettre des mots, à symboles, métaphores sur leur détresse, puis qu'ils ont tendance à aller à la recherche d'objets très, très concrets. Pour comme un peu en circuitant l'autre, en circuitant, on n'a pas besoin de l'autre pour nous répondre à nos besoins, on n'a pas besoin de l'amour, de l'attachement, mais on va juste aller vers une substance. On n'a même pas besoin de penser à comment on est souffrant, on va vers la substance. L'objet transitionnel de Winnicott, que l'enfant a besoin de cet objet transitionnel qui peut être un doudou quand il est jeune, comme pour les soulager de la souffrance de l'absence de ses parents. Alors, on se promène avec cet objet, on le voit souvent chez les enfants, qui essaie de nous transitionner dans l'état de la présence continuelle des parents vers un état d'individualité, mais où est-ce qu'on sait que nos parents sont incorporés, sont intégrés à l'intérieur de nous. Alors, est-ce que les substances font ça, un peu ça, qu'on reste avec cet objet transitionnel qui vient répondre à nos besoins immédiats? Déficit de self, ça c'est Kohut, qu'il n'y a pas eu assez de validation, assez de regard positif vers l'enfant. Alors, il y a eu comme un développement de la personnalité qui est énormément difficile et qui laisse la place à la substance pour venir tamponner ses anxiétés. Et on ne peut pas penser aux différents mécanismes de Je suis plus défense. capable d'arrêter. Oui. Pardon? OK. Et là, on peut penser aux drogues des mécanismes de défense, différents clivages, régression, déni, omnipotence, identification avec l'agresseur. Et voilà.